Tarek Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Alors moi, je voudrais commencer, revenir un peu plutôt sur cette année qui a été assez chargée, pas seulement en France, dans le monde aussi. Il y a eu des attentats un peu partout. En France, on a eu le 13 novembre. Parlons de la radicalisation des jeunes ou d'individus en France. Comment lutter? Quels seraient les outils pour éviter que davantage de personnes tombent dans le panneau de Daesh et soient attentées? Quel est leur attrait principal et comment lutter? Alors ça, c'est une question qui est complexe parce que les profils sur ces 5 dernières années ont évolué quant au type de population, mais il y a des traits communs. 3 traits communs qu'on a mis en évidence sur toutes les études. Le premier trait commun, c'est le court temps d'implication religieuse des personnes qui sont impliquées, qu'elles soient éduquées ou qu'elles ne le soient pas. C'est-à-dire que ceux qui ont été impliqués en 2005 à Londres étaient éduqués. Ceux qui étaient impliqués en 2001 étaient éduqués. Ceux qui sont intervenus en Irlande étaient également éduqués. Aujourd'hui, ce qu'on a eu en France, ce sont des jeunes qui ne le sont pas, qui sont issus de banlieues, qui sont issus de populations ou de classes sociales qui sont marginalisées ou qui sont modestes. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement une compréhension religieuse profonde, dogmatique et extrémiste, c'est plutôt un engagement émotionnel lié à un lavage de cerveau, à une espèce de mise en évidence d'éléments religieux qui sont dans la confrontation et qui sont dans l'opposition. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on a perçu également, c'est chez beaucoup de ces jeunes-là des marqueurs dans leur vie qu'ils sont dans une frustration. Avec un bagage social, pas de possibilité de trouver un travail ou dans une perception de l'Occident qui est négative. Et le troisième élément que l'on voit aussi, c'est que pour certains, on est dans une espèce de coupure avec la famille. Et l'élément qui est commun aussi à tout cela, c'est que ça ne se passe pas dans les mosquées. Donc la réponse qui a été « on ferme les mosquées radicales ou dogmatiques », en fait, pratiquement personne n'est passé par ces mosquées-là. Aucun des jeunes n'est passé par ces mosquées-là. Depuis aujourd'hui 15 ans que l'on fait des études, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout dans le réseau religieux, même si ensuite ils vont utiliser le réseau religieux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ces éléments-là ? Eh bien, le premier élément, déjà sur le plan religieux, c'est qu'il faut qu'on fasse de l'éducation. Il faut qu'on soit sur le terrain. Et il faut qu'on ait un discours religieux qui soit entendu par les jeunes et pas simplement entendu par l'État. Ce n'est pas les imams des États ou des imams choisis par l'État français ou l'État anglais, par exemple, qui vont avoir un impact sur les jeunes. Il faut que ce soit des personnes autonomes et qui soient respectées de l'intérieur. Et ça veut dire qu'il faut qu'on développe un discours et une relation entre les États et les représentants des communautés musulmanes dans tout l'Occident. Qui actuellement, selon vous, ne remplissent pas ce rôle? Ah non, pas du tout. Là, on est complètement dans la déroute complète aujourd'hui. On choisit les gens à qui on a envie de parler, on n'écoute pas ce qui est en train de se passer sur le terrain. Au niveau national, en tout cas, au niveau local, les choses sont en train de changer parce qu'on s'aperçoit qu'on ne pourra pas faire sans les représentants locaux. Deuxième des choses au-delà de l'éducation, c'est de prendre aussi au sérieux les réalités sociales, c'est-à-dire... Alors justement, j'aimerais vous lancer là-dessus, parce que vous parlez de l'Angleterre, vous citiez l'exemple des terroristes des attentats de Londres, qui étaient de milieux sociaux pas particulièrement défavorisés, qui avaient fait des études, qui avaient un solide bagage éducatif. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en France, on a un peu tendance à dire c'est forcément à lier, d'ailleurs c'était vos mots, à lier le problème de justice sociale au fondamentalisme, et qu'on a tendance à tout confondre et à, entre guillemets, excuser et à victimiser en disant ce sont des gens qui sont d'une condition modeste, donc il y a plus de risques. Sans doute il y a plus de risques, mais est-ce que ça suffit à expliquer? Alors je ne vois pas qui vous avez entendu en France qui allait jusqu'à excuser ou à justifier, ça n'existe pas. Maintenant, vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que dire que le dévissage en mauvais français, c'est-à-dire ce basculement que l'on a des jeunes, est uniquement dû aux conditions sociales dans lesquelles ceux-ci se trouvaient auparavant n'est pas juste. C'est une grille de lecture insuffisante. C'est insuffisant parce que, évidemment, et moi c'est ce que je dis aux musulmans, il y a 2 choses qu'il faut que les musulmans ne fassent pas, c'est-à-dire, 1, dire ça n'a rien à voir avec l'islam, et puis 2, dire ce ne sont pas des musulmans. Non, si à partir du moment où quelqu'un vous dit « moi je suis musulman », il est musulman, ça c'est 1. Et 2, quand il cite des textes
religieux, on est obligé de l'entendre et on lui répondre en lui disant ces textes sont mal cités, mal interprétés, ils correspondent absolument à rien de ce qu'est le message. Donc il y a bien un message religieux, il y a bien quelque chose de religieux. Mais d'un autre côté, si le fait social n'explique pas tout, on ne peut pas en faire un élément qui n'explique rien. Bien entendu qu'il y a des frustrations, parce que ceux qui sont éduqués, par exemple, on les a vus par exemple en Angleterre, on les a vus en Allemagne. L'image qu'ils ont de l'Occident, qu'est-ce que c'est? J'ai fait tout ça pour arriver à avoir des diplômes et je ne suis reconnu en rien. Vous dites, à partir du moment où une personne se revendique musulman, c'est qu'il l'est, c'est qu'il se considère, c'est qu'il l'est. On entend beaucoup depuis les attentats, l'islam est une religion de paix, preuve à l'appui, citation du Coran, etc. Et d'autres qui vont vous dire, mais non, c'est une religion qui est violente, etc. Citation à l'appui. Qu'en est-il? Est-ce que l'islam est une religion de paix? Est-ce qu'il y a finalement, est-ce que ce n'est pas comme les autres religions monothéistes qui ont été écrites à une certaine époque et qui doivent du coup être, comme l'a été le judaïsme ou le christianisme avec l'Ancien Testament qui a beaucoup de violence, est-ce que finalement elle ne doit pas être réformée de l'intérieur et adaptée à l'époque? Et est-ce qu'il ne faut pas prendre des pincettes pour prendre des citations qui peuvent être violentes considérant l'époque à laquelle elles ont été écrites et les adapter à l'époque contemporaine? Alors il y a deux choses dans votre question. La première des questions, des éléments, c'est cette formule. L'islam est une religion de paix. Avait été utilisée par George Bush après qu'il ait parlé de croisade. Il voulait revenir sur son propos. Il a dit non, l'islam est une religion de paix. J'avais répondu immédiatement, le lendemain, en disant ça ne veut rien dire l'islam est une religion de paix. L'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme toutes les spiritualités sont des religions qui appellent à la paix. Mais en appelant à la paix, qui est un objectif, on gère la violence des hommes, on gère la terreur dont les hommes peuvent être capables. Donc le premier élément, dire ceci comme un slogan, ça ne veut rien dire. Et donc, à partir de nos références musulmanes, c'est comment on construit les langues. Quand par exemple on dit le djihad c'est la guerre sainte des musulmans, mais non, le djihad c'est comment gérer les tensions qui m'animent moi ou qui animent les sociétés pour aller vers la paix. C'est un mouvement vers la paix, le djihad en fait, c'est pas un mouvement vers la guerre, c'est pas une guerre sainte, même cette formulation elle est erronée. Donc une fois qu'on a dit ceci, on regarde les faits. Et vous dites qu'il faudrait que l'islam se réforme comme le judaïsme et le christianisme. Là aussi, c'est une vision qui est courte. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en train de faire ceci, comme je vous l'ai dit, ils ne se rencontrent absolument pas dans les mosquées, ils sont totalement marginaux. Et si vous écoutez le monde musulman aujourd'hui, à l'exception de quelques infimes minorités de groupuscules, le consensus, il est là parmi les musulmans. Ils rejettent ceci, ils le condamnent, il faut entendre ces voix-là. On nous dit souvent, vous ne le dites pas assez. Moi, je veux dire, le 11 septembre, le 12 septembre et le 13 septembre, le 14 septembre, j'étais à New York. Et depuis 15 ans, 16 ans, même en 96, quand il y a eu contre mes concitoyens suisses des attentats terroristes, j'ai pris une position extrêmement claire. Mais ceux qui tuent sont plus écoutés médiatiquement par leurs actes que ceux qui parlent pour les condamner par leurs verbes. Ils font plus de bruit. Ils font plus de bruit, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir après, on en arrive à quelle conclusion? Ben, il y a un problème intrinsèque entre l'islam et la violence. Et moi, je dis que ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut que l'on condamne ces groupuscules-là, mais dire l'islam doit se réformer laisserait entendre que la grande majorité des musulmans sont d'accord avec ça. Non, là, on est en train de parler de groupuscules, on est en train de parler de groupes qui sont extrêmement visibles sur le plan médiatique, mais qui ne représentent pas en termes de nombre la pensée musulmane. Alors c'est une minorité, mais qui est très nuisible et qui fait du tort. Les premières victimes d'ailleurs en sont les musulmans dans le monde. On entend beaucoup, c'est une minorité qui tue, c'est une minorité qui radicalise. Est-ce qu'on n'a pas tendance à minimiser le potentiel nuisible de ces loups solitaires ou de ces groupuscules? Comment peut-on lutter contre ces loups solitaires? Parce que la minorité tue. Combien a-t-il fallu de terroristes pour le 11 septembre? Combien a-t-il fallu? Il y avait un Mohamed Merah. Une minorité, finalement, en termes d'écho médiatique, peut faire beaucoup plus de bruit qu'une armée entière. La vie, ce n'est pas les médias. Et le nombre de morts qu'il y a tous les jours aujourd'hui en Irak et en Syrie est infiniment plus important que ce qui s'est passé dans nos capitales ou ce qui s'est passé. On peut donner d'autres exemples. Les talibans, par exemple, pour Kunduz, étaient combien, je ne sais pas, une poignée de combattants face à une armée. C'est ce que je vous dis. Moi, la réalité, ce n'est pas ce que les médias rapportent ou ce qu'ils mettent en évidence. Cette minorité, elle est nuisible.
est-ce qu'on ne minimise pas leur caractère nuisible? Mais non, c'est le contraire aujourd'hui, puisque tout le monde en parle et on en parle tous les jours. On se rend bien compte qu'ils sont nuisibles. À tel point qu'en France, dans un sondage récent, 75% des Français ont peur de l'islam. Donc c'est très nuisible. Donc ils ont bien un impact, on est bien d'accord. Donc on ne minimise pas ceci. Maintenant, il ne faut pas que l'impact médiatique de leurs actes ait comme conséquence la généralisation essentialiste des musulmans qui seraient potentiellement des terroristes ou potentiellement des violences. C'est ceci dont je parle. Donc, il n'y a absolument pas à minimiser le caractère nuisible, toxique de leurs exactions. Mais encore une fois, j'aimerais aussi que, du point de vue des médias, on ait le sens de la proportion. On a tendance, malheureusement aujourd'hui, sur la scène internationale, à considérer que les morts en Occident ont plus de valeur que les morts ailleurs. Non, je veux dire, ma position, elle est, pour être Paris, il faut que je sois Jakarta, il faut que je sois Beyrouth, il faut que je sois Ouagadougou, il faut que je sois toutes ces capitales-là. C'est là où je suis un homme digne. Sinon, je fais simplement que compter mes morts et négliger les morts des autres. Est-ce que vous pensez, vous y croyez au clash des civilisations, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites au vivre ensemble? Et que par exemple, sorti du folklore, c'est-à-dire les gens vont dire on aime le couscous, on aime Edith Piaf, est-ce que vous pensez que dès qu'on parle de choses entre guillemets de fond, ou de valeurs, est-ce que vous pensez qu'il y a des limites au vivre ensemble? Ah non, 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 il n'y en a pas. On va y arriver. On va y arriver. Nous sommes dans une période de transition extrêmement difficile, où il y a une mutation dans les sociétés majoritairement occidentales, où en fait, nous sommes, je vais vous étonner, parce que c'est le contraire du propos courant aujourd'hui, nous sommes victimes du succès de l'intégration. En fait, ces jeunes qui se sont installés et qui sont nés et avec lesquels on arrive maintenant à la 4e génération, ils sont en train de sortir du ghetto social, ils sont en train de sortir du ghetto géographique, ils sont en train d'être visibles aujourd'hui. Et tout à coup, cette visibilité, elle nous questionne. Alors évidemment, il y a la violence. Moi, votre question, elle n'est pas sur la violence, elle est sur la réalité de ce qui se passe au niveau local. Et donc, bien entendu qu'on va y arriver. On vit ensemble et on va vivre ensemble. Et on va y arriver au-delà de tout ce qui est en train de se passer, car pour moi, ce sont des phénomènes graves, mais ils ne sont pas des phénomènes qui vont empêcher le cours de l'histoire. Et donc, le clash des civilisations, c'est pas ça du tout. La théorie de Huntington, elle est beaucoup plus liée aujourd'hui à l'engagement géostratégique international. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, de la violence dont on parle tout à l'heure, de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, de ce qui se passait, c'est effectivement une sorte de rapport de force entre les civilisations qui est entretenu par les extrémismes des deux bords. C'est autant vrai pour l'extrême droite occidentale qui joue sur l'islam ne peut pas être une religion européenne que Boko Haram ou que Daesh qui font exactement la même chose. Ils se parlent dans l'opposition en tirant les extrêmes, en nourrissant la polarisation et en nourrissant la polarisation en faisant un clash des civilisations. Et nous, on est entre les deux et on regarde ceci. C'est là où notre rôle il est particulièrement important, à vous comme journalistes, comme à nous les citoyens ou les intellectuels ou les représentants religieux, de faire un travail qui dit « mais non, c'est pas vrai, il ne faut pas tomber dans le piège ». La réaction du gouvernement français sur beaucoup d'éléments, comme la réaction du gouvernement Bush après 2001, était exactement ce que voulaient ces extrémistes violents. Développer la fracture, développer encore le sentiment de peur et d'insécurité, de mettre des tensions entre les populations. Il faut faire attention à ça. Donc vous dites que ces jeunes sont bien intégrés, issus de l'immigration, etc. Mais ça ne vous fait pas peur, la montée du Front National, pas seulement en France d'ailleurs, mais la montée des extrêmes droites en Europe, la montée des actes islamophobes, pour vous, il y a quand même des preuves de tension concrètement. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de preuves de tension. J'ai dit que ça, c'est une période de transition extrêmement difficile, mais sur le long terme, le cours de l'histoire, il est inéluctable. On va vivre ensemble. C'est-à-dire que je suis aussi européen que vous. C'est terminé. Vous n'allez pas pouvoir me sortir. On va pas pouvoir. L'islam est une religion européenne. Autant aujourd'hui, sur le plan national, on a ce discours-là de la tension, autant observons ce qui se passe sur le plan local. Sur le plan local, les choses vont beaucoup mieux que ce qu'on l'a dit sur le plan national. Il y a des vraies présences aujourd'hui, il y a des vrais dialogues qui sont en train de s'instaurer entre les autorités locales. Il y a une vraie présence. Et c'est ça qu'il faut... La France, elle ne se décide pas à Paris. Donc pour vous, quand il y a des crispations, des gens qui se plaignent parce que des hommes ne saluent pas des femmes, des tensions au niveau au niveau local, pour vous, ce sont des épiphénomènes et ça ne menace pas le vivre ensemble. Mais parce que ça, c'est monté en épingle sur le plan médiatique au niveau des anecdotes. S'il y en a un... Ça ne correspond pas à une réalité. Mais s'il y en a un d'homme qui ne salue pas une femme ou qui ne lui donne pas la main, il y en a combien qui donnent la main aux femmes?
calculé. Mais pourquoi on prend celui-ci qui représenterait tout le monde? Mais non, celui-ci, c'est celui qui crée le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont trouvé la solution. On vient vers moi aujourd'hui, on me dit « Ah, ben les immigrés, ils viennent d'arriver, il y en a un, il ne veut pas que sa femme aille voir le médecin homme. » Oui, lui, il vient d'arriver. Pourquoi vous ne nous utilisez pas, nous, qui sommes là et qui sommes nés ici, pour aider cet homme à mieux comprendre comment ça se passe et lui dire qu'islamiquement, il n'y a pas de problème pour que sa femme, elle voit un médecin homme? Parce que nous, on a réglé la solution. Vous avez des millions qui ont réglé la solution, vous allez nous faire un problème avec un qui vient d'arriver? Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'aveu d'échec de Angela Merkel qui dit le multiculturalisme est mort? Je ne pense pas qu'elle le dit dans ces termes-là, ça m'étonnerait qu'elle l'ait dit de cette façon-là. Je suis beaucoup plus, pour ce qui me concerne, avec l'ancien président allemand qui disait aujourd'hui l'islam est une religion allemande. Mais ça veut dire quoi en plus le multiculturalisme? Est-ce que c'est le multiculturalisme anglo-saxon avec ses... En Allemagne, il y a quand même des problèmes d'intégration avec les populations turques, par exemple. Il y a eu des crispations, ils ont du mal à trouver des emplois, il y a des tensions, des actes islamophobes, etc. Est-ce que le communautarisme aussi, ça peut être un ennemi du vivre ensemble? Est-ce que ça peut perturber? Mais évidemment, mais qui est communautariste aujourd'hui? Qui n'a pas envie de voir cette population sortir du ghetto? Mais qui n'a pas envie? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ces populations parfois qui ne veulent pas sortir? Ah oui, vous avez déjà vu une population qui ne veut pas sortir de son ghetto social? Vous avez déjà vu des gens qui ne veulent pas sortir des cités françaises? C'est pas vrai. On les a parqués parce que ça nous arrangeait. Maintenant, on ne veut pas qu'ils sortent. Et il se trouve que, socialement, économiquement, ils sont en train de sortir. Donc, ils sont en train de devenir plus visibles. Dès que c'est visible, ça gêne. Eh bien non, ça va changer, ça. Ça va changer, il va falloir du temps. J'ai dit dans un livre, Mon intime conviction, ça prendra 2 générations encore. Il faut penser le temps long, mais les choses vont changer. On ne va pas pouvoir nier la réalité des faits. C'est que ces populations, elles sont là, elles sont français, ils sont allemands. Je ne minimise pas nos difficultés actuelles. Et ça fait 25 ans que je travaille sur le terrain pour parler de la citoyenneté, pour parler de l'éducation civique, pour parler des écoles, qu'il ne faut pas qu'on crée des écoles séparées, qu'on reste dans le système. Vous ne pensez pas que c'est une liberté de demander des horaires aménagés ou par exemple des lieux communs séparés, la piscine, etc. Vous pensez... Non, moi je ne pense pas que ce soit nécessaire, ceci, je pense. Moi, je suis né en Suisse, je suis enfant de l'école laïque genevoise, et puis j'ai fait ma vie comme ça, et puis ça va très bien. Et puis j'ai trouvé comment ce qui était essentiel dans ma religion, je l'ai préservé. Ce qui était secondaire, on vit, on trouve des aménagements, donc c'est possible. Donc il ne faut pas aller donner la priorité aux détails. Là, je sors un livre qui s'appelle Le génie de l'islam. Après 25 ans, j'écris une introduction à l'islam, tellement je m'aperçois qu'on est dans l'incompréhension de l'intérieur pour les musulmans, comme chez les personnes qui sont d'autres confessions ou sans confession. On a l'impression parfois, quand on entend Michel Onfray qui refuse par exemple de s'exprimer, il a dit maintenant moi j'arrête, dès que j'ai voulu parler des migrants et de l'islam, on m'a coupé le bec, on m'a cloué le bec. Est-ce que pour vous, il y a des sujets qui sont tabous en France et est-ce que vous pensez qu'il y a un politiquement correct par rapport à ça, qu'on ne peut pas parler de certaines choses? Par exemple, les médias allemands ont été quasiment les derniers à parler des agressions sexuelles parce que c'était lié aux migrants. En tout cas, c'est ce que les policiers ont dit, qu'il y avait un espèce de tabou là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur l'islam en France? Ah oui, il y a un politiquement correct, mais je pense que ce n'est pas le même que celui que vous me dessinez. Parce que je pense que si quelqu'un qui n'est pas interdit des médias, c'est bien Michel Onfray. Il voulait parler de l'islam je veux dire, après on peut discuter sur ce que dit sur l'islam. Il lit le Coran et donc il connaît l'islam. Ça, c'est quand même un problème, je veux dire. Par ailleurs, ce qu'il dit sur la politique internationale de la France qui serait islamophobe, c'est un problème, l'utilisation de ce mot-là, islamophobe, pour la politique internationale. Mais je pense que oui, il y a des sujets qui sont tabous. Je veux dire... Pourquoi? Comment vous expliquez ce malaise? Parce qu'il y a un vrai malaise par rapport à la question de l'islam. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui n'est jamais entré dans une université française. Je bosse à Oxford. Je ne peux pas parler dans une université française. Les médias, à l'exception de 2 ou 3 émissions, j'y passe plus. Là, hier soir, une conférence m'a été annulée par la police sous prétexte qu'on n'assurait pas ma sécurité. Je suis allé devant la salle, ils protégeaient le bâtiment, ils ne protégeaient pas ma sécurité. Il y a un vrai problème dans la liberté d'expression à géométrie variable dans ce pays, dont l'histoire de... quand on parle de l'islam. Mais vous dites que vous ne pouvez pas vous exprimer et Michel Onfray dit qu'il ne peut pas s'exprimer. Donc en fait, il y a un blocage des deux côtés dans ce cas? Non, je veux dire, regardez qui apparaît dans la télévision et regardez toutes les couvertures. Il y a un discours qu'on ne veut pas entendre. Le discours d'une population qui dit aujourd'hui, oui, nous avons des problèmes, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a vous interpellez vous les politiques, il y a vous interpellez vous sur votre façon de faire, sur le fait que vous n'avez pas de politique sociale, sur le fait que vous parlez du vivre ensemble, mais que vous acceptez aujourd'hui des politiques qui sont discriminatoires.
Il y a un vrai problème. Et puis, le lien avec la politique internationale. Si par exemple, je dis que je ne soutiens pas l'intervention française au Mali, que je ne soutiens pas l'intervention française en Libye, que je suis contre aller bombarder les populations syriennes, eh ben ça ne se fait pas entendre en France. Il ne faut pas le dire parce qu'ensuite, après, on dit « Ah, ben c'est le lien entre la politique intérieure et la politique étrangère ». Mais bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Depuis quand un pays peut avoir une politique étrangère qui n'aurait pas de conséquences intérieures? Mais quel idiot en politique peut dire une chose pareille, si ce n'est ceux qui essayent de nous gouverner en nous faisant passer, nous, pour des personnes qui avons des doubles discours, et c'est surtout eux qui sont schizophrènes. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du coup de c'est par exemple ces policiers qui parlent d'autocensure et qui disent, voilà, dès que ça touche à l'islam ou aux migrants, on ne peut pas en parler, ou même des intellectuels ou des hommes politiques français qui parlent de clientélisme, je pense à Malek Bouti, je pense à Elisabeth Badinter, des gens qui disent, voilà, on ne peut pas parler de l'islam, on ne peut pas parler de certains sujets aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, dans les deux sens, un sujet tabou? Mais non, je pense qu'on doit pouvoir parler de tout. Il faut aussi savoir comment Elisabeth Badinter ou autres interviennent sur le sujet. Il y en a une qu'on a quand même beaucoup entendue avec l'affaire du foulard et qu'on entend encore maintenant, qui dit on ne doit pas avoir honte de pouvoir dire qu'on est islamophobe. Après, elle explique qu'islamophobe, ça veut dire avoir peur de l'islam. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi. Donc, à partir d'un certain moment, je ne pense pas que ce sont des personnes qui puissent dire qu'on leur interdit de parler. Par contre, ce qui est vrai dans tous les cas, c'est qu'il est très très difficile en France d'avoir un discours sur le fait religieux ou sur l'islam qui soit apaisé. Et en plus sur la question israélo-palestinienne. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un élément majeur. Donc on n'arrive pas à avoir un discours qui soit apaisé de ce point de vue-là, et pourtant c'est une condition du vivre ensemble. Il faut qu'on puisse parler des choses de façon apaisée et qu'on s'écoute. Et vous ne pensez pas qu'il y a un certain laxisme vis-à-vis, par exemple, par clientélisme notamment, il y a plusieurs élus qui en ont parlé, à l'égard des populations musulmanes dans certains quartiers où on préfère, par exemple, laisser tranquilles les organisations salafistes, etc., pour acheter la paix sociale en quelque sorte. Est-ce que vous constatez ça en France? Oui. Un clientélisme qu'a pu avoir je parlerai pas de clientélisme. Estrosi, par exemple. Non, mais je ne parle pas de clientélisme. On est au cœur ici de la contradiction de la situation en France par rapport à la question de l'islam. Parce qu'on nous dit, et on a raison de le dire, est-ce que vous, les citoyens français ou européens de confession musulmane, vous êtes pour la citoyenneté et vous êtes pour le respect de la laïcité? Moi, ça fait quand même 20 ans que je dis appliquer la laïcité à 100% pour tout le monde et à égalité. On n'a aucun problème avec la laïcité. Donc, on a ce discours-là. Et d'un autre côté, ceux avec lesquels on traite, pour des questions économiques et géostratégiques, ce sont les États du Golfe, au premier rang desquels il y a l'Arabie saoudite qui finance des mosquées. Mais comment voulez-vous avoir une cohérence quand vous discutez avec des États dont l'idéologie est le contraire de ce que vous voulez voir sur le terrain, et ensuite vous les laissez faire parce que d'une certaine façon, eh bien, ça vous arrange, ils contrôlent leurs ouailles, si je peux dire. Mais là, vous êtes dans la contradiction. C'est pas du clientélisme, c'est les conséquences d'une politique internationale qui a des conséquences nationales. Quand vous allez discuter avec l'État algérien ou l'État marocain ou même l'État tunisien, des représentants turcs, des représentants musulmans en France, mais depuis quand on fait ça? Mais depuis quand? Mais quel est le rôle de l'ambassade d'Algérie avec l'islam de France? Si ce n'est qu'on est toujours dans la même, on n'a pas dépassé. Il faut que cette génération, elle passe là, ces générations de politiques qui sont encore les enfants de la politique coloniale, il faut qu'ils passent parce que l'islam de France, il doit être géré en France, par les Français, avec des imams français. Pourquoi vous laissez ceux qui produisent l'idéologie salafi? C'est eux qui la produisent. Et vous voulez que nous, on se positionne? Moi, je ne peux pas entrer en Arabie saoudite. Je ne peux pas, regardez comme c'est cocasse, je ne peux pas rentrer en Arabie saoudite parce que je critique le gouvernement, je ne peux pas m'exprimer en France dans les institutions nationales parce que je critique le gouvernement. Attendez, il y a une logique là-dedans. Et en même temps, vous avez une autre contradiction aussi, c'est que par exemple, vous avez la cour d'appel de Melun qui va faire interdire les crèches. Et en même temps, vous avez la mairie de Paris qui va célébrer Hanouka, le Ramadan, le Diwali, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction à ce niveau-là? Oui, parce qu'il n'y a pas de politique claire de ce point de vue-là. C'est-à-dire, par exemple, c'est bien d'être laïque sur certaines religions et pas sur d'autres? Oui, mais bon, là, vous prenez un exemple où... Est-ce qu'il n'y a pas une laïcité à géométrie variable? Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit essentiellement par rapport... elle soit plus
tente, en mauvais français, de l'islam par rapport au christianisme. Non, on a un vrai problème de ce point de vue-là. Vous voyez comment vous prenez un élément et vous le montrez comme étant la contradiction par rapport au christianisme. Parce que c'est ce que Madame Tout-le-Monde se pose comme question. Ça peut paraître oui, mais c'est ça le problème. Peut-être que c'est la façon dont les médias l'amènent. Exactement. Mais toujours est-il que dans l'esprit populaire, on a envie d'avoir une réponse là-dessus. Mais dans combien de mairies et au niveau local, l'acceptation des fêtes de Noël et des fêtes chrétiennes se passe sans problème. Mais dans l'immense majorité. Vous voulez dire qu'on parle de l'épiphénomène On parle de cet élément-là en disant, regardez, même le christianisme est rejeté alors qu'on fait des passe-droits à l'islam. Non, je ne crois pas qu'on puisse aller de ce point de vue-là. Il faut arrêter cette perception de la France qui entre là, cette façon d'avoir présenté, si j'ose m'exprimer ainsi et je m'en excuse auprès de vous, mais la façon dont vous présentez, ça nourrit le conflit. Cette façon de le présenter nourrit le conflit. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. À mon avis, il faut montrer que sur le terrain, il y a énormément de situations où les choses se passent beaucoup mieux que ce que l'on dit et qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait plus de clarté. Ce que je disais au début de notre entretien, moins de confusion. C'est-à-dire que moi, quand on m'a posé la question, est-ce qu'il y a un problème avec une crèche chrétienne, je dis mais arrêtez, laissez avoir, une crèche ne remet absolument pas en cause la laïcité. On est dans un pays de culture chrétienne majoritaire et depuis des siècles. Là, on veut créer un problème, c'est-à-dire en allant dans ce sens-là, on crée. Oui, mais si le problème est déjà là, ça me paraît important de répondre à cette question. C'est-à-dire si les gens, oui, absolument. Mais c'est-à-dire voilà, si les gens vont voter pour le Front National, etc., c'est qu'il y a un problème. Donc il y a peut-être des questions qu'il faut aborder. Il y a des questions qu'il faut aborder, mais il faudrait aussi que vous compreniez que la façon dont vous posez les questions peut entretenir la peur qui fait gagner le Front National. Et moi, j'en veux à beaucoup de journalistes d'entretenir, parce que ça fait vivre le fait médiatique, d'entretenir cette peur par ce type de questions-là. J'aimerais bien qu'on s'occupe un peu plus de situations où, pour le christianisme, comme pour le judaïsme, comme pour l'islam, sur le plan local, les choses se passent sans problème. Et qu'on montre que ça existe.